Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de mille sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous, ces Romains. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre petite rencontre, c'est pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les œuvres de Anna et Nina, et parler plus particulièrement de la figure de l'artiste dans leurs livres. Donc je commence par une petite présentation d'Anna Effisch. Tu as commencé tes études d'art en 2004, et notamment tu as étudié la gravure à l'université, la gravure sur bois. Ce qui est intéressant pour moi par rapport à la question de la séparation des couleurs dans tes livres, et aussi la qualité du trait. Et après ton diplôme, tu as voyagé aux États-Unis, à New York, et c'est là que tu as commencé à concentrer tes efforts sur la bande dessinée, parce que c'était un médium pratique, tu pouvais travailler en autonomie, et éventuellement ça permettait pour toi de faire circuler une certaine dose d'humour. Tu commences à te faire remarquer avec la série The Artist, que tu as d'abord publié sous la forme d'une bande hebdomadaire sur Vice, et que tu as ensuite compilé sous forme de livre pour Breakdown Press, et puis en France pour Misma. Et tu y décris des séquences assez courtes, voire en une seule image, le mode de vie, les insécurités d'un artiste générique, l'artiste. Et puis, tu publies Klinik von Spatz, donc écrite et dessinée en 2015, puis publiée en Allemagne et en France, chez Misma et Rotopol. Donc, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est une BD où tu imagines un centre de réhabilitation fictif, situé dans le sud de la Californie, avec les dessinateurs Walt Disney, Tommy Ungerer et Saul Steinberg, qui se sont retirés après avoir vécu des expériences pénibles. Et Disney est le principal protagoniste du livre, et il est admis après une crise de nerfs dramatique dans le studio d'animation de la société à Burbank. Donc voilà, à chaque fois, on trouve des situations un peu surréalistes, mais aussi assez crédibles. C'est assez affectueux, mais c'est aussi une description assez complexe de la fragilité des artistes. Nina, à toi. Donc toi, tu passes un bac L, et c'est important parce qu'il y a quand même pas mal de littérature dans tes 3 ouvrages. Tu poursuis tes études à la HIR, à la Haute École des Arts du Rhin, à Strasbourg. T'en es sorti en 2016 avec un DENSEP, et aujourd'hui tu travailles à Nantes. Donc tes livres, c'est Un soir de fête et autres nouvelles touristiques, puis L'invité fantastique, qui sont parus en 2021-2022 aux éditions Magnani. Et le prochain va sortir en novembre, toujours chez Magnani. Il s'intitule Carnaval à Idaberg. En parallèle, tu travailles pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et donc tu comprends très bien, contrairement à moi, tout ce qu'ils disent à côté. Donc pour penser cette rencontre, moi j'ai commencé à réfléchir sur les corps, la représentation des corps des artistes dans les 2 œuvres. Donc chez Anna, ça va pas fort. En fait, on a un corps qui se tient pas, qui s'écroule, souvent au sol, ou même quand il a un piédestal, ça coule. Donc quand on les regarde, ça arrange pas les choses. En collectif, c'est pas beaucoup mieux. Donc là, la légende, c'est ils ont construit une communauté vile et sinistre dont la vie quotidienne est régie par la défiance et les dépressions nerveuses. Donc c'est dans le salon des approuvés, dans Chappy. Donc voilà pour les ateliers d'artistes, avec un corps toujours écrasé au sol. En famille, c'est pire. Donc là, c'est une scène où l'artiste revoit ses parents. Donc il raconte qu'il a participé à une performance. Les parents disent « Ouh, ça a l'air intéressant », mais on sent bien qu'ils en croient pas un mot. Et puis, il propose à l'artiste de faire un petit dessin dans la salle de bain qu'ils viennent de refaire. Ce serait bien de faire un petit oiseau, comme il faisait quand il était petit. Et on voit, en surcouche de légende, en bas de l'image, intérieurement, l'artiste qui se décompose. Donc on pourrait se dire que ça se passe mieux avec ses collègues, ses pairs, artistes, galeristes, éditeurs. Mais là, il est dramatiquement stressé, ultra maladroit, complexé, incapable de charisme. Et par exemple, dans cette scène, il se rend compte, alors qu'il y a le directeur de Vice, je crois, qu'il n'a pas dit un mot depuis 40 minutes. Et en résidence, pas du tout d'inspiration, totalement écrasé par le poids de l'institution et de l'histoire de l'art, en permanence en train de douter, de se dévaloriser. Donc la légende de cette image-là, c'est un cauchemar, mon art, c'est de la merde. L'artiste rate aussi systématiquement tous ses entretiens avec les rédacteurs en chef. Il pleure, il passe beaucoup de temps au lit et il est au bord du suicide. Et il s'est lui-même condamné très jeune, à l'âge de 7 ans, après son bain du dimanche, où il prononce les mots fatidiques « Je veux devenir artiste, maman ». Et le déterminisme de l'artiste frappe avant même sa naissance, avec un corps de vermisseau qui flotte déjà dans le paysage. Alors il y a 2 planches qui diffèrent un peu. Regardez, il est presque habillé. Parfois, il est un petit peu habillé, alors qu'autrement, il est toujours nu, blanc,
alors que tous les autres autour de lui sont habillés. Et là, on décrit un quotidien de bobo où, voilà, graines de chia, papaye, yoga. Et comment transformer ces rubans Chanel en une boîte décorative intéressante. Voilà, donc Anna, comment est-ce que tu as imaginé et augmenté cette créature au fil des semaines et des années? Merci beaucoup pour cette présentation. Et quand je vois tout ça dans l'ensemble, je me dis, je fais des livres qui décrivent une situation très dépressive. Entschuldigung. Veuillez m'excuser. Quand je commençais, je me suis dit, je vais faire quelque chose comme une spaghetti. C'est quel animal qui peut l'être? Il y a des oiseaux qui sont très fragiles, qui sont très minces, qui ont des pieds longs, un cou long, et c'est surtout fragile. Donc, les spaghettis qui se tordent dans tous les sens, voilà un peu les deux animaux, oiseaux, auxquels je pense. Und es gab tatsächlich ein ganz konkretes Vorbild. Et je m'étais inspiré d'un photographe qui s'appelle Mladen Spilinović dans les années 70. C'est un photographe. Il passait sa vie et il a fait toute une exposition sur lui au lit, comment il se lève, comment il s'allonge. Und quält sich und steht nicht auf. Est-ce que tu peux nous parler des rapports que toi, personnellement, tu entretiens avec ton personnage, The Artist? Also es gibt schon Ähnlichkeiten mit mir. C'est vrai, il y a des ressemblances. J'ai un bec, je suis maigre, mais il faut avouer, c'est une figure masculine. Je voulais surtout pas qu'on croie que c'est mon autobiographie. Est-ce que tu peux nous parler de la part de vérité ou la part documentaire de ce personnage? Je dois dire que dans la vie, souvent, j'aime bien me mettre dans un coin et observer. J'ai des amis dans la vie réelle qui sont des artistes, des amis qui, par exemple, font la peinture ou qui écrivent, ils souffrent pour créer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je crée des textes où j'essaie d'écrire une situation où je me dis, mon personnage, lui, il est un petit artiste qui souffre. Il doit traverser l'enfer pour réussir. Et c'est souvent des histoires réelles. C'est par exemple mon éditeur, un blanc, Nick Geisen, ou d'autres qui sont vraiment dans la vie réelle. Si vous les voyez, vous les reconnaîtrez. Comment est-ce que tu continues à l'épaissir, ce personnage? Alors, il est là depuis longtemps, et aussi, tu lui fais subir des variations. Parce que, par exemple, dans Souris en résidence, on trouve d'autres facettes. Ich versuche, die Figur ein bisschen auf jeden Fall. Si vous voulez toutes ces facettes, c'est que j'essaie d'être flexible. Il y a toute une série de clichés qu'on a, des idées reçues sur les artistes. Et je me dis, malheureusement, plein de ces idées, il y a du vrai là-dedans. Et si ça serait pas tragique, ça serait vraiment humoristique. Donc, c'est à chacun de choisir de quel côté de la pendule on va s'y mettre. Parfois, c'est le succès, parfois, c'est l'échec. Maintenant, je vais parler du corps de l'artiste dans ton travail, Nina. Donc, on a un artiste déclaré dans L'Invité fantastique, ton deuxième ouvrage. C'est, vous le voyez dans l'image, un enfant. Il est tout petit, on dirait le Petit Prince un peu. Et donc, forcément, physiquement, tout le monde se penche sur lui. Et je te cite dans l'entretien qu'on a eu ensemble, tout le monde autour de lui a des vies de fou, et lui, il reste dans son atelier et il fait rien de sa vie. Et t'as rajouté, il est un peu inapte. Moi, il m'a fait penser aussi au Poulbeau, en référence au dessinateur Francisque Poulbeau. J'ai mis quelques scènes où l'artiste enfant, on le voit empêché, quand on lui demande ce qu'il fait. Il dit, c'est compliqué, je fais des dispositifs. Il a toujours des très grands yeux qui regardent autour de lui d'une manière un peu paniquée. Il trouve pas les mots, il sait pas trop se présenter pour écrire un dossier. On se méfie de lui parce qu'il traîne et il dessine vaguement des papillons. Donc on se demande ce qu'il fait réellement. Il est inquiétant par cette inaction, en apparence. Il fait rire les habitants de l'île où se passe l'action, qu'il compare à un animal peu considéré pour s'en moquer. Tu sais à quoi il me fait penser? À une grosse souris, ce qui était un clin d'œil aussi à Anna. Et l'artiste a besoin de temps, de beaucoup de temps. En fait, j'ai pas fait de projet, j'ai essayé, mais je crois que j'ai besoin de plus de temps. Mais en même temps, même s'il est fragile, il a des choses à dire, il monte sur la table pour le dire à tout le monde. Et il est quand même, dans l'ouvrage de Nina, l'invité fantastique. Alors, comment est-ce que tu peux nous expliquer la manière dont tu as procédé pour construire ce personnage?
En fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai pas tout de suite été éditée. Donc j'ai eu une sorte de traversée du désert, j'ai eu des boulots alimentaires, etc. Et pendant cette période-là, je regardais sur Internet des offres de résidence. Et pour moi, faire une résidence d'artiste, donc c'est un format où en fait on est envoyé dans un lieu avec de l'argent pour faire un projet. Et ça me semblait vraiment idéal. Enfin, moi, je voulais vraiment faire ça. Ça me semblait vraiment être la chose que les artistes font, les artistes professionnels. Et moi, je voulais faire ça. Et donc, j'avais pas du tout de quoi faire un dossier parce que j'avais jamais été éditée, donc je pouvais pas du tout postuler à des résidences. En général, c'est pour les auteurs édités. Et voilà, donc je lisais plein d'annonces de résidences. Il y en avait sur des îles, il y en avait en Italie, il y en avait en Norvège. Et je me disais, mais c'est génial, je veux faire ça. Et en fait, je comprenais un peu quand même que pour l'instant, j'accédais pas à ces choses-là. Mais je me suis dit quand même, ce serait marrant de faire une histoire. C'est un artiste qui part en résidence et rien ne se passe comme prévu. Il est accusé de meurtre, il y a que des problèmes, c'est impossible de créer. Enfin voilà, c'est un truc de ma vie et qui était un point de départ en fait. Et alors physiquement, le corps de ton artiste, ce choix de le dessiner tout petit, avec une expression un peu candide, il est un peu naïf sur tout ce qui se passe autour de lui, et il écoute. Je pense que comme je suis moi-même une artiste, si je dessine l'artiste comme quelqu'un de super musclé, fort et trop beau, ce serait un peu gênant. Donc, je préfère le rendre un peu petit. Alors, dans tes histoires, on croise d'autres artistes. Dans l'invité fantastique, on croise d'autres artistes. Ou des gens qui pourraient l'être. Ils sont pas forcément étiquetés artistes. Donc, par exemple, on croise Pétric, un étrange personnage qui vit aussi sur l'île, qui parle de manière très primitive, qui est né dans un coquillage venu de l'espace. Et que fait Pétric ? Il pétrit des petites boules, des petites boulettes, qui l'agglomèrent en structure, qui ont l'air fragiles mais qui sont en fait très résistantes. Et ces boulettes sont des crottes de nez. Je poursuis avec une narratrice d'une histoire d'un soir de fête. On ignore si elle est artiste ou pas, qui part faire une cure en l'agonie parce qu'elle est malade. Elle vomit partout et on peut pas s'empêcher, quand on voit certaines images, de faire un parallèle entre le vomi et la peinture. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et puis, toujours dans un soir de fête, on croise cet artiste qui a un corps amputé, qui est contrainte de se cacher dans une maison souterraine parce qu'il a été coupé en deux lors d'un terrible accident de surf en Californie, et qui parle de ses œuvres comme de ses enfants. C'est à la fois des sculptures, des photos, et qui conclut à la dernière image: bon, maintenant, je vais devoir vous tuer. Et donc, on a un artiste enfant, des artistes qui ont une moitié de corps, ou des artistes qui sont reliés quand même à des choses un peu régressives, crotte de nez, vomi. Tu peux commenter ? Je pense qu'il n'y a pas que les personnages d'artistes qui sont un peu grotesques ou qui font des choses dégueulasses avec leur corps dans mes BD, donc c'est pas forcément propre aux artistes. Mais c'est vrai que, je pense, pour moi, les artistes, c'est des personnages drôles parce que ils créent des choses et ils ont une forme d'ambition, mais elle est peut-être ratée ou inachevée. Et en fait, c'est un peu des personnages comme les autres, mais qui sont drôles parce qu'on peut les entourer d'un décor avec une galerie, des peintures ou des sculptures qui sont réalisées. Et, dans toutes mes BD, quasiment, je pense qu'il y a une scène où un artiste fait visiter toute sa galerie avec toutes ses œuvres au personnage principal. Je sais pas, c'est un motif que j'aime bien, que j'ai vu ailleurs et ça me... J'en reparle ensuite. Ouais. J'aime bien. Les expositions des artistes. Les expositions. Alors, j'ai remarqué que vos artistes, ils vous permettaient ponctuellement de glisser des réflexions sur la bande dessinée. Donc de mettre en abîme votre pratique d'auteur. Donc là, on parle des artistes, mais aussi il y a plein de personnages créatifs dans ton travail, qui sont pas forcément artistes comme tu disais, qui évoluent donc dans un milieu créatif, qui traversent des bibliothèques, qui feuillettent des livres, et ça donne lieu, à des scènes qui sont des mises en abîme de peut-être ce que vous pensez. Donc chez Anna et ses 2 souris en résidence à Farrenbull, ça donne ce commentaire. Donc je dois tout faire rentrer dans ces cases minuscules. Pourquoi devrais-je me limiter à cette forme d'art réductrice ? Souris qui entre, souris qui sort, souris qui s'assoit, souris qui boit un bol de lait. Ce sont toujours des souris, encore, des souris et des têtes de souris. Donc elle parle de la répétition incessante qui lui tape sur les nerfs, du cycle perpétuel de l'esquisse, du dessin, de l'ancrage, comme un hamster dans sa roue. Et elle dit que faire de la BD, c'est un trouble du comportement.
Est-ce que tu peux commenter? Cette répétition, ça me vient toujours à l'esprit quand je dessine une nouvelle BD ou des cases de BD. C'est comme une maladie ou un cercle vicieux. Ich mag es ja auch gerne. J'aime bien me poser la question, est-ce que mon métier il n'est pas ridicule? Parce que je fais des petites cases, je fais des petits dessins, et je me pose la question, oui, bien sûr, j'adore, c'est magnifique, c'est beau à voir, mais à part là, qu'est-ce que c'est? C'est dérangeant. Nachzudenken und zu schreiben. Et ça continue, cette discussion autour de la bande dessinée, parce qu'il y a une souris dessinatrice, une souris peintre. Ça se poursuit avec la deuxième souris qui lui conseille « Laisse tes dessins bruts et esquissés. Comme ça, ils sont empreints d'émotion. » Donc ça pose la question importante de quand s'arrêter. Et toi, tu as des dessins qui sont plus ou moins aboutis, plus ou moins léchés, fouillés. Est-ce que tu peux nous parler de quand tu t'arrêtes, quand tu choisis de t'arrêter? Normalerweise liebe ich ja. Si vous voulez, je me suis souvent posé la question, est-ce que je reste avec des croquis? Et quelque part, cette bande dessinée-là, c'est des croquis qui j'ai mis simplement ma manière à travailler les crayons sur du papier. J'adore la matière première, comme vous faites aussi avec la matière première. Mais quelque part, c'est une voix intérieure. C'est Dieu qui m'a dit, tu fais ça et tu ne mets pas de l'encre, tu modifies pas, tu gardes ton croquis et c'est bon comme ça. Keine Perfektion. Wenn das als Antwort reicht. Also Si ça suffit comme réponse, hein? Es ist, glaube ich, wirklich eine reine Gefühlsentscheidung, ehrlich gesagt. Donc, au bout de compte, c'est une décision qui vient de l'intérieur, de son sentiment profondément. Alors, chez Nina, on a plusieurs, pour moi, entrées dans cette réflexion sur la bande dessinée. Quand on a commencé à regarder ensemble ces images, dans notre entretien, tu m'as dit que tu aimais bien décaler parfois le commentaire par rapport au contenu de l'image. Donc ça, c'est tiré d'un soir de fête, où on a plusieurs séquences comme ça, où ce qu'exprime le personnage n'est pas directement relié à ce que tu peins. Et tu m'as donné quelques références d'auteurs qui t'inspiraient par rapport à ce pas de côté, ou cette manière de faire à part, mettre à part le texte et l'image. On a parlé notamment de comment tu construisais ton image par rapport à un scénario qui est très écrit et que pourtant, organiquement, tu faisais avancer les deux ensemble et que l'un pouvait modifier l'autre. Tu peux nous parler de ça? Si dans Un soir de fête, j'ai fait des images avec du texte, souvent qui vient en dessous comme un bandeau, c'était largement inspiré par les BD anciennes comme celle de Gustave Doré ou les Bécassines. Je sais pas si vous voyez les Bécassines. Où souvent il y a un humour dans ces BD qui vient du fait qu'il y a un décalage entre l'image et le texte. Par exemple, Bécassine, elle se rend jamais compte qu'elle est le dindon de la farce dans les histoires. Elle fait des trucs, elle se rend ridicule dans les images. Et dans le texte, elle s'est racontée à la première personne et elle croit qu'elle est toujours dans le juste. Et du coup, le lecteur rit d'elle. Et en fait, je trouve ce dispositif, il est plus trop utilisé aujourd'hui, enfin plus systématiquement dans tout un album. Enfin, ça se fait plus trop. Et moi, je voulais reprendre ça. Et en fait, ça me semblait adapté parce qu'en fait, j'adore faire des peintures abstraites. Donc, on reconnaît pas forcément ce que ça représente. Et ça permet, du coup, de faire une image abstraite, mais qui raconte quelque chose en association avec le texte. Et peut-être il y a une contradiction entre les deux. Et ça peut faire des blagues. Voilà. Donc là, je continue avec une planche dans l'invité fantastique. Ce qui me frappe dans ta manière de rythmer les narrations, c'est la grande liberté tout d'un coup de faire surgir des formes d'images molles ou alors architecturées de manière à provoquer là encore des espèces de surprises d'une page à l'autre. Donc là, je vous montre un enchaînement. Ah, celle-là, je l'aime pas. En fait, c'était dans le... Je l'ai changé après parce que c'était pas le dessin définitif et j'en ai fait un mieux après. Voilà. Mais du coup, vous avez quand même le droit de le voir. Donc, est-ce que tu peux nous parler? On parlait de la répétition, de la mise en case chez Anna. Toi, c'est très rare d'avoir des choses qui sont orthogonales. Il n'y a pas d'angle droit dans ton travail des cases, ou quasiment pas. Et il y a cette espèce de liberté, de rythme, à passer de choses... ou chez Anna, c'est pareil d'ailleurs, où vous avez des pages assez fournies en petites images, et puis tout d'un coup, un grand paysage, et puis tout d'un coup, on passe à des formes de séquences étranges. Ouais, je peux raconter une anecdote sur la planche que vous êtes en train de montrer et la précédente. C'est que en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé un nouvel outil. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est comme une règle, mais ça fait des courbes. On peut faire plusieurs types de courbes avec des petites courbes, des grosses courbes, des courbes d'œufs. Enfin,
Et du coup, j'ai trouvé ce truc, je me dis mais c'est génial, je vais pouvoir enfin faire des cases autres que des carrés mous. Et du coup, j'ai fait les cases de cette page avec ça, en me disant ça va changer. Au final, je les aime pas trop. mais c'est sympa, ça change. Après, toutes les cases d'après du livre, elles sont un peu carrées. Et puis, je voulais juste m'arrêter là-dessus. Il est assez fréquent dans tes narrations que tout d'un coup, on ait une sorte d'appel d'air ou de pause, de suspension, où on part dans des cases abstraites qui peuvent être des paysages, mais qui peuvent être des visions intérieures. Et ouais, ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Qu'est-ce que ça te permet ? Là, je pense c'est aussi que j'avais fait mon storyboard, enfin mon scénario d'une certaine façon. Où, en fait, si je mettais pas cette page, ça allait faire 2 pages blanches et recommencer sur la page de gauche, donc c'était pas possible parce qu'on fait pas comme ça normalement. Et en même temps, là, il y avait un chapitre qui se finissait un peu. Et du coup, c'est un peu trivial, mais je voulais pas recommencer sur la page de gauche juste derrière. Je voulais mettre une page blanche et un autre dessin. Et donc, c'était un peu pour boucher un trou. J'avais rien de spécial à raconter, mais du coup, c'est une page où ça peut évoquer un peu le fait qu'il y a du vent dehors. C'est un chapitre où il y a du vent, où la météo, elle change. Il se passe des nouvelles choses après dans l'histoire et ça peut évoquer ça aussi. Après, je montre que les pages que j'aime pas. Je suis pas très fière de ce dessin. Je trouve que c'est un peu bavé là sur la dernière et tout. Mais après, je l'ai laissé quand même parce que je me dis pourquoi ne pas mettre des dessins ratés dans un livre. Enfin, qu'est-ce que c'est la beauté. Enfin, puis je crois que les lecteurs apprécient au final d'avoir des dessins un peu bizarres des fois. Donc, j'aime pas trop, mais j'accepte le fait que ce soit dans mon livre. Donc ça, c'est une case du prochain livre qui sort en novembre, donc qui s'appelle Carnaval à Heidelberg. Et c'est un Jupitérien qui parle, donc la personne peut-être la plus exotique ou la plus lointaine, même si les autres sont tout aussi étranges, et qui s'adresse à un autre personnage qui dit « Petite parenthèse pour votre gouverne, les Jupitériens sont des êtres suprêmement intelligents et le fait d'avoir lu une bande dessinée dans votre bibliothèque tout à l'heure m'a fait acquérir une bonne compréhension de votre espèce. La bande dessinée étant la forme d'art permettant le mieux de représenter toute la palette des émotions humaines. » Alors, est-ce que tu peux revendiquer cette définition ou est-ce qu'elle appartient juste aux Jupitériens ? Non, c'est une blague, bien sûr. Enfin, je pense pas qu'il y ait une forme d'art qui permette le mieux d'exprimer toute la palette des émotions humaines. Non, c'est vraiment une blague parce qu'il a lu une BD avant et en fait, c'est aussi un hommage à la BD parce que j'adore la BD. Je trouve que c'est un super médium. J'adore faire des BD et du coup, je trouvais ça marrant d'avoir un extraterrestre qui trouve que la BD c'est super et voilà. Je vais continuer avec une section que j'ai appelée les hommages, qui sont à la fois très présents chez l'une et l'autre. Des citations, des revisitations, des clins d'œil plus ou moins cachés à d'autres artistes. Alors chez Anna, ce qui a été souvent souligné, donc ça c'est dans Chappie, cette espèce de G20, G7 d'animaux, où on a un décorum, un environnement très citationnel. Donc ce type de grand palais où l'éléphant est toujours présent et où les animaux se réunissent pour débattre de l'avenir. Donc évidemment, une relecture de nos meetings politiques qui n'avancent souvent pas à grand-chose. Et là, ça se termine tragiquement avec des scènes de dévoration. Donc voilà, ça c'était quand même assez directement relié à Babar, pour moi, Jean de Brunoff. Donc je vais assez vite, mais ce type de travail assez minutieux, là pour le coup, de l'architecture, des détails ornementaux dans les bâtiments, mais aussi sur les costumes, une sorte de charme désuet qu'on trouve dans cette séquence de Chappie et qu'on retrouve dans certaines planches de Jean de Brunoff. Et aussi, comme je le disais pour Nina, cette capacité qu'a apporté Jean de Brunoff quand même de passer de petites vignettes à des suspens comme ça de grandes pages où souvent les personnages sont tout petits dans des grands environnements. Donc toi, c'est une lecture que tu as eue enfant ou qui est venue plus tard ?
Ich bin ein Riesenfan von Baba und Jean de Brunhoff. Und diese Geschichte in Chappie ist eine Hommage, auf jeden Fall. Ich wollte C'est immer... vrai que j'ai toujours adoré Babar. C'est quelque chose que depuis mon enfance j'avais découvert et petit à petit je me suis dit je veux bien faire un hommage à Babar un jour. L'occasion c'était la politique réelle, c'était les G20 à Hambourg en 2017 où il y avait un tas de gens importants, soi-disant des hommes politiques, etc., qui présidaient, qui faisaient des conférences, qui disaient rien. Finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un palais, mettre les animaux dedans, et peut-être c'est les animaux qui vont faire la conférence, ils vont bien décider de quelque chose, mais finalement, est-ce qu'ils se sont tués ou pas, je ne sais rien. Diese Geschichte und schmeißt es in einen Topf. Ich mochte auch sehr D'un côté, ça peut être innocent, d'un côté, on peut dire que c'est presque naïf, mais vous savez, parfois, Babar, il fait aussi la guerre, et même si on est innocent et on voit les animaux faire la guerre, ils se sont assis sur leurs fesses, ils sont chiés, et grâce à cela, ils ont gagné la guerre. Voilà un peu comment je me suis dit, je vais interpréter tout ça. Alors, rapidement, moi j'ai essayé d'aller piocher dans le travail d'autres artistes pour essayer de faire des comparaisons de qualité de traits. Donc, chez Quentin Blake, par exemple, on reparle de corps comme ça très dynamiques, très légers. Il a toute une série qui vient de ressortir sur les Jeux Olympiques, selon Quentin Blake, qui est excellent. Un petit dessin où il chasse une souris à vélo. J'ai pensé aussi à Sampé pour cette même fragilité dynamique en même temps de traits, mais aussi pour sa capacité à installer des personnages au sein d'espaces, de paysages gigantesques. Là, j'ai un autre exemple. Édouard Gorey. Alors, je sais pas du tout si ce sont des influences que tu as eues ou des auteurs que tu as regardés ou pas. Ich freue mich über die Beispiele, weil wirklich vieles dabei ist, womit ich aufgewachsen bin oder was Je mir tiens auch à te wichtig remercier pour tes exemples parce que tu tombes pique dans le mille. Sampé, pour moi, c'était un héros de mon enfance. J'adorais la manière dont il décrit les détails. Par contre, Gorey, je l'ai découvert que beaucoup plus tard lors de mes études. Ce qui se passe, c'est que Gorey, il y a une ligne à la fois foncée, mais aussi méchante. ich denke. Mais ils ont la particularité d'avoir un trait aussi qui peut assez facilement faire penser à la gravure. Un trait de graveur. Oui. Alors ça, ce sont d'autres références où, évidemment, ce qui m'a fait penser, c'est aussi la figure de l'animal anthropomorphe, héros de l'histoire, mais aussi le traitement du paysage autour. Je passe assez rapidement, mais il y a aussi cette tendresse chez lui. Es ist Telepathie. Ich liebe Lyle. Es ist auch eins meiner Lieblingsbücher of all time. C'est de la télépathie, tout ça. J'adore Laïe, ça fait partie des livres que j'ai toujours aimés. Ah bah super. Et là, je suis allée chercher plus large avec des exemples justement d'artistes sont plus peut-être parfois connus pour la peinture. Bon là, c'est une gravure de Paul Klee. Chabrocard-Seléchamp, 1905. D'autres paysages de Klee qui travaillent par plan, ce que je trouve aussi dans beaucoup de tes compositions. Macke fait aussi ce travail d'aplat, de structuration de la composition par les aplats. Donc là, je passe assez rapidement, mais aussi je suis allée là-dedans parce que toi, tu es sans arrêt en train de nommer des œuvres qui sont parfois très anciennes, avec beaucoup d'humour. Les citations donc sont à la fois pour moi des hommages, mais aussi des dialogues pour voir comment tu rentres dans le langage de l'autre et comment tu t'en démarques. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Si vous voulez, j'adore jouer sur des exemples car je suppose que les gens connaissent déjà les œuvres. Donc du coup, je me dis, il y a des exemples que je cite. Parfois, c'est très clair, ça se voit. Parfois, ça se voit pas. Que ça se voit ou ça se voit pas, c'est pas grave. Mais l'idée derrière cela, c'est d'écrire les langages culturels qu'on connaît plus ou moins tous. Du coup, c'est une souris hollandaise. Et si je fais un clin d'œil, tant mieux si c'est reconnu. Klar. Donc souvent, ce sont des œuvres, comme tu viens de dire, très célèbres, et que tu retravailles en variation, parfois avec des extraits, la peinture américaine étant quand même assez présente. Et puis, tu dessines des hommages aussi sous la forme de la Hall of Fame, où tu t'inclus. Tu donnes des clés aussi de ce qu'on trouve chez un artiste, mais aussi peut-être chez toi, où tu cites des amis. On reconnaît le motel Shangri-La de James Turek ou Coucou Bouzon de Anouk Ricard. Best book. Et puis, pour moi, la part autobiographique que tu mets dans tes livres, elle n'est pas forcément directement injectée dans la figure de l'artiste, mais elle est injectée par plein d'indices qui parlent de toi.
J'adore toujours, quand je vois un autre artiste, voir qu'est-ce qu'il y a dans sa bibliothèque, qu'est-ce qu'il y a sur sa table de travail. J'adore savoir quand le chef fait sa cuisine, qu'est-ce qu'il a mis dans la casserole. Et maintenant, si ça intéresse tout le monde ou non, je ne sais rien, mais c'est ma manière de procéder. Donc toi, tu montres pas ce que tu as dans ta cuisine, mais tu montres beaucoup de bibliothèques ou voilà, de sections mises en scène ou pas de bibliothèques. On sent bien que Walt Disney, qui est donc le personnage principal de Clinique Funchpass, est présent dans ces images, et notamment dans cette scène que tu revisites dans Clinique Funchpass, où Disney avait demandé à ce que des fans viennent dans les studios pour dessiner Bambi. Mais on trouve aussi des références pour moi beaucoup plus étranges qui restent drôles, et notamment cette célèbre photographie qui est dans l'ouvrage de Robert Venturi, L'enseignement de Las Vegas, Learning from Las Vegas, des architectures canards. Et c'est mêlé directement après ou à côté dans chez Schneibel à des histoires que sans doute tu as lues ou entendues quand tu étais enfant. Donc ça, c'est la souris Wackelor, qui est en allemand, ça veut dire oreille branlante. C'est un vinyle que j'ai entendu dans mon enfance. Ça fait presque hérisser les poils quand je l'entends. Je déteste, mais en même temps, c'est tellement beau. Et j'adore les réécouter. Die Stimmen sind absolut ekelhaft. Mais les voix, c'est grave, c'est... Donc voilà, je continue sur des références, Alfred J. Quark, et puis The Mouse Sheriff de Janosch, qui sont sans doute aussi des lectures d'enfance, j'imagine. J'adore ce livre parce que je dois avouer que ça m'inspire éternellement. À chaque fois que je commence un travail, je lis un extrait, je m'inspire, et même les lignes là. Oui, il a un dessin qui est lui aussi très fin. Enfin, le trait est assez fin. Ça a été peu diffusé chez nous. Voilà, et Babar revient. On a commencé par ça, je suis terminée par ça. Donc je vais faire un petit tour pour toi aussi, Nina. Donc on a parlé de Gustave Doré tout à l'heure, et je trouve que dans le dernier, qui est Carnaval à Heidelberg, il y a beaucoup de corps qu'on pourrait rapprocher. J'ai refeuilleté des planches de Doré, des corps chimères, comme on en voit dans Carnaval à Heidelberg. Et donc tu l'as rappelé, hein, il est quand même l'un des premiers à avoir dessiné des séquences qui peuvent se rapprocher de la bande dessinée avec des décalages entre texte et image. J'ai mis aussi des photos du carnaval de Bâle, puisque tu m'as dit que ça t'avait beaucoup inspiré pour Carnaval à Heidelberg. Tu peux en parler ? Je vais les faire défiler. Du coup, ça va faire un peu publicité touristique pour la Suisse. Quand j'étais étudiante à Strasbourg, on est allé 2 fois avec des amis à 2 reprises au carnaval de Bâle. Donc, on prend un train pendant la nuit qui part de Strasbourg. Ils font des billets collectifs, donc c'est pas très cher. Les étudiants y vont, etc. On arrive à Bâle pendant la nuit, c'est en hiver, je crois que c'est en mars, il fait froid. Et le carnaval commence, il me semble, à 3h du matin. Et toutes les lumières de la ville sont éteintes. Et les habitantes de la ville ont des masques en papier mâché, c'est un peu des grosses têtes. Et ils ont plein de lanternes. Il y a une unité graphique, c'est vraiment, tout est très cohérent. On peut pas venir habillé en pyjama marsupilami qu'on a loué au magasin comme ça. C'est du patrimoine, quoi. C'est vraiment parfait. Tout est dans le même style, quoi. Et donc il y a, voilà, ces lanternes. Il y a aussi des grandes lanternes avec des caricatures de personnages politiques super drôles. Donc il y a plusieurs parades donc qui se croisent comme ça dans les rues de la ville, mais ils marchent toujours ensemble, et c'est par classe ou par association ou par je sais pas, peut-être même entreprise, je sais pas trop. Et en fait, ils jouent du pipeau et ils jouent le même air militaire toute la nuit en boucle jusqu'à 8h du matin. Et c'est vraiment magnifique à voir. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée parce que je me suis dit que j'avais envie de faire une histoire qui se passe pendant la nuit, et pendant la nuit il se passe des trucs de fou, la réalité est renversée et on arrive au matin et il y a encore quelques personnes qui errent dans la rue, et je sais pas, ouais, cette ambiance ça me plaisait. Alors moi je l'ai rattaché aussi à quelques tableaux de James Ensor, notamment son amour des masques, et puis plein de détails d'un décor que j'ai découvert récemment, que vous pouvez voir au Musée Royaux de Belgique à Bruxelles. Il a fait des décors pour un ballet qui s'appelle La Gamme d'amour, et donc j'ai pris des petits détails lors de ma visite où on peut voir la qualité de son trait, que je trouve on retrouve chez toi dans la manière dont tu cernes tes personnages, et puis cette inventivité de plasticité des corps qui sont aussi parfois des corps chimères.
corps de carnaval. Et puis j'ai mis quelques extraits. Ça me plaît beaucoup. Enfin, je connais pas cette peinture, mais ça me plaît beaucoup les physiques des personnages. Effectivement, les chapeaux de clown, les tenues à rayures. Enfin, le fait qu'ils aient tous des formes différentes, ça me parle. Donc voilà, j'ai mis quelques extraits de ton livre à venir, où on voit passer cette petite grenouille avec son tambour rouge. Donc j'ai cherché, puisqu'on en avait parlé, je me disais d'où vient. Donc il y a plein d'images de grenouilles avec des tambours, et j'ai pas du tout trouvé d'explication. Je sais pas d'où ça vient, cette tradition. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Tu as presque des défilés à la Yokoyama dans certaines images, de répétition des corps et de saturation. Et voilà, cette variation des échelles de corps, hein, tu parlais des grosses têtes tout à l'heure, et des types de physiologie, aussi bien avec des animaux, hein, parce qu'on a une espèce de serpent, dragon, diable qui mange une glace, que des choses beaucoup plus esquissées. Et ce qui t'intéressait, c'était aussi cette, comme tu le disais, cette nuit et ce carnaval qui s'endort. Tu m'as parlé d'autres références, influences pour toi, et notamment le monde des yokai. On a cité Shigeru Mizuki. Et puis après, je suis allée regarder. Pour moi, c'était l'évidence quand j'ai découvert ton travail. Donc, quelques peintres expressionnistes qui sont très proches de ton univers. Et ici, Ernst Kirchner. Paysage en rose et violet. J'ai mis quelques tableaux de Kirchner, des scènes de rue à Berlin. Ça, c'est vraiment une influence aussi pour le carnaval. Ces gens dans les années 20 qui sortent des cafés la nuit, ils sont un peu ivres. Ça, c'est une influence carrément pour le carnaval, ouais. Cette manière de basculer les perspectives et d'ouvrir les espaces qu'on trouve aussi beaucoup chez toi. Et tu m'as parlé, toi, d'Eugène Gabrichevski, donc qui a été présenté à la Maison Rouge. Donc il y a peut-être des gens parmi vous qui ont vu cette expo. Il était biologiste avant de devenir schizophrène et de peindre une bonne partie quand même de sa vie. Et donc on a cette espèce de foisonnement chez lui, de couleurs, très bon coloriste, ce qui te caractérise aussi, et de diversité de techniques et de traitement du paysage. Mais il a aussi des créatures qui sont très très inventives. En fait, moi j'adore ce peintre, et quand j'ai découvert son travail, c'était vraiment une révélation, pas dans le sens où je l'ai copié après, mais plus dans le sens où j'avais l'impression d'avoir trouvé un frère. Enfin vraiment, j'adore. Et en fait, il était il était biologiste, il s'intéressait beaucoup aux insectes. En fait, dans son travail, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des tout petites gouaches sur papier, c'est vraiment très petit. Et à chaque donc il y a un côté modeste aussi que j'aime bien. Et je pense il était dans des asiles psychiatriques, enfin il avait pas du tout de place pour travailler. Et il y a quand même l'inspiration des insectes, enfin il y a toujours un peu des animaux, enfin ça me rappelle un peu des insectes, donc il y a la vie, le travail qui se mélange un peu chez lui, qui se renouvelle à chaque fois en fait. C'est il y a des monstres, il y a des visages, il y a des paysages et tout, mais c'est vraiment, il est très inventif. Enfin, il invente plein de choses. Je trouve ça super. Enfin, j'admire beaucoup. Et puis je termine avec une page, donc toujours Carnaval à Heidelberg. On parlait d'hommage et je voulais terminer sur cette page qui fait un auto-hommage, puisque quand le Jupitérien dit que la bande dessinée est la forme la plus évoluée, qu'est-ce qu'il a lu comme livre ? Eh bien, Un soir de fête, qu'il a tiré de la bibliothèque, qui est donc le premier livre de Nina. Oui, en fait, comme ça, je fais de la pub pour mon premier livre dans le 3e. Donc comme ça, les gens ont envie d'acheter le premier. C'est une petite idée marketing comme ça que j'ai eue. Donc j'ai fait une petite partie sur les liens de l'artiste au paysage, parce que vous deux, ça vous relie, pour interroger aussi vos liens personnels avec le paysage. Donc je commence par toi, Nina. Comme je disais tout à l'heure, il y a des pages où tu éjectes les personnages, et où tout d'un coup, tu te plonges dans le paysage avec soit des lâchers-prises côté trait, où je trouve que voilà, il y a quelque chose qui se libère, et où on retrouve aussi beaucoup d'influences expressionnistes. Tu as parlé de ça, enfin j'ai lu tout à l'heure dans ton expo des relations que tu fais avec Munch, et on a vraiment sincèrement la sensation que dans tes images, souvent, il y a une espèce de vibration cosmique où le personnage est en communication. Ouais, ça, c'est Bob Ross, le peintre américain qui faisait des paysages à la télé. Et il apprenait aux gens à peindre à l'huile avec une technique accessible. Moi, j'ai beaucoup regardé ses vidéos pour m'endormir et j'ai piqué sa technique de peinture de paysage. Plusieurs réflexions sur le paysage, sur les mystères. Là, tu dis, il faudrait mieux de laisser les mystères là où ils sont cachés du paysage. Et puis des très belles pages pour moi où voilà, tu te permets d'être plus atmosphérique peut-être dans la construction de tes images. Ça, c'est dans Un soir de fête.
hein, où on a la sensation souvent d'un paysage explosif, chargé d'émotions, et qui peut aussi peut-être déborder les personnages. Hein, ici, c'est donc l'artiste, un invité fantastique, dans sa maison transparente, soudain, qui se retrouve complètement peut-être bouleversé devant quelque chose qui est trop grand. Et Anna aussi, dans une poursuite de citation, hein, travaille le corps dans le paysage de la même façon. Donc on retrouve des positions dans le paysage différentes, mais souvent cette rupture d'échelle entre le corps et l'immensité, ce qui amène souvent des réflexions métaphysiques, poétiques. Un millier d'étoiles au-dessus de moi, l'amour fait de nous des imbéciles, le romantisme ne meurt jamais. Quelquefois pourtant, les artistes, face à un paysage magnifique, restent à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ici, on a Steinberg dans Klinik von Spass, qui dessine ce qu'il a dans la tête. Et parfois, quand même, c'est la solitude ou l'angoisse existentielle qui l'emporte, voire la mort. Et donc, ma question, c'était quel rôle, toi, dans ta construction d'histoire, tu donnes au paysage ? Vielleicht sehr deutsch eigentlich, weil ich mich sehr oft an der deutschen Romantik orientiere. Je crois que c'est quelque chose de typiquement allemand. Pour moi, les images romantiques, la solitude, la mélancolie, d'être soi par rapport à un monde immense, ça me parle. Je ne sais pas si en France vous êtes confronté à cette mélancolie ou à cette approche du romantisme, mais moi ça me parle tout de suite. Das Urbild eigentlich der Romantik. Alors, très rapidement, j'ai fait un tout petit passage sur vos sensibilités respectives sur les noms de lieux, toponymiques, et patronymiques sur les noms de personnages. Mais je vais aller vite, parce que chez vous deux, vous avez des toponymies littéraires ou liées à la fiction. Donc voilà le début d'un soir de fête, hein. C'était à Lindsberg. Chez toi, Nina, on voit beaucoup de noms qui sont liés à un paysage littéraire plutôt russe ou slave de l'Est. Donc... le baron Ramfler-Rantler, Irina Bogdanova, la Lagonie. Tu places une attention particulière dans l'invention des noms. Ouais, je peux raconter une anecdote sur Lindsburg. En fait, c'est quand j'ai fait cette histoire, en fait, j'étais en dernière année aux Arts Déco à Strasbourg. Et en fait, l'année suivante, j'avais prévu de déménager en Autriche. Et je connaissais pas du tout l'Autriche comme pays. Donc j'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une ville qui s'appelait Linz et qu'il y avait une ville qui s'appelait Salzburg. Et du coup, j'ai fait un mélange des deux. Et en fait, j'ai regardé qu'est-ce que c'est la culture autrichienne, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce que je vais trouver. Alors, j'ai trouvé des trucs sur le yodel, mais j'en ai pas parlé dans ma BD. Et j'ai vu qu'en fait, en Autriche, il y avait beaucoup de bals, que les gens, ils allaient à des bals danser. Et moi, je me suis dit, mais c'est fou, il y a pas ça en France. Et c'est comme dans Sissi ou quoi. Je me suis dit, mais c'est comme, on est en 1900, c'est incroyable. Je vais aller dans un roman de 1900 là. Et du coup, je fais une histoire qui a l'air de se passer dans un roman d'il y a 150 ans et où il y a un bal et c'est à Lindsburg. Mais en fait, j'étais pas du tout mais j'y suis allée après, c'était pas du tout comme ça, c'est un pays moderne, voilà. Donc c'était vraiment l'image que j'avais d'un truc que j'allais faire avant de le faire. Et par exemple Patrick, le personnage de Patrick, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la vraie vie qui s'appelait comme ça. Voilà, des fois il y a des trucs qui viennent de la vraie vie. Et donc en Lagonie, elle rencontre le personnage principal plein de papillons. Donc j'ai noté quelques noms: Zezer Alice, Christiane Variable, le trompe-l'an de nuit, la gluette jaune, le gros cléonte, l'azuré méridien. Et là je me suis dit qu'il fallait vraiment, peut-être que tu la connais, que tu rencontres Delphine Panique, puisque dans Creuset-Voguer, son dernier livre, voilà, il y a énormément de créations comme ça de noms d'espèces, hein, les pigeons, la bibinette, le bleu irribé, le poiron, etc. Et en plongeant dans Jean de Brunhoff, je suis tombée sur plein de noms autour de Babar, de personnages. Tapitor, Poutifour, Capoulos ou Barbacole. Chez toi, Anna, donc on reprend la résidence Farrenbuhl, où effectivement, à la fin de l'édition, tu expliques comment tu as choisi ce nom. Et c'est très feuilleté. Il y a plusieurs strates littéraires, mais aussi réelles. En fait, à la fin de les souris en résidence, tu expliques pourquoi tu as choisi le nom de Farrenbuhl. Donc à la fois une histoire vraie d'une maison de chasse et à la fois une histoire que tu as tirée, puisque ça se passe à Coal Mountain, d'une fiction.
Ich habe ein bisschen vergessen, was ich hinten reingeschrieben habe. Honnêtement, j'ai un peu oublié ce que j'ai écrit. Aber Farnbühl ist, es ist ein bisschen fiktiv, aber es gibt ein kleines Hotel, was so heißt. Und ich habe einfach den Namen geklaut. Et à la fois, il existait un hôtel qui avait ce nom. Donc, j'ai quelque part piqué, volé ce nom. Ok. Entschuldigung, ja, ich weiß. Désolé, je me rappelle pas plus. Das Buch ist 1 Jahr alt und ich habe ja. Ça fait 1 an à peine que j'écris ce livre, mais j'ai déjà oublié. Voilà, je continue avec la présence de beaucoup de textes, de typographie dans tes images, qui sont là à la fois pour nous donner des indices topographiques, toponymiques, mais aussi pour nous brouiller. Donc ici, vous avez le mot feu d'artifice en plein de langues. Dans Klinik von Spatz, qui se passe donc sur la côte ouest, tout d'un coup surgit Gögging, qui est un hôpital psychiatrique en Autriche. Donc là où est née la Maison des artistes et tout un pan de l'art brut et outsider s'est développé là-bas. Dans une toute petite case, alors que l'artiste va vomir dans une poubelle dans une station de métro, on comprend qu'on est près de Williamsburg à Brooklyn. Et donc toi, tu glisses aussi plein d'indices dans tes images par les noms de lieux. C'est le nom de la rue. Tout simplement, j'habitais là-bas et il y avait vraiment très souvent des gens qui vomissaient. Moi, j'ai jamais vomi là-bas, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus gentrifié, beaucoup plus différent. Mais à l'époque, je voyais des gens vomir pas. On va finir sur les poèmes d'amour. Comme il y a pas mal de formes poétiques dans les bandes dessinées de Nina et d'Anna, je leur ai demandé de m'envoyer des poèmes d'amour. Dans le prochain livre de Nina, il y a même des citations en fin d'ouvrage de Marguerite Yourcenar, de Violette Leduc, de Marie-Jeanne L'Héritier de Villandon, qui sont sourcées et mises dans la bouche d'une chercheuse en littérature. Et voilà ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé un poème d'amour ou une citation sur l'amour. Jodassin, et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Une chanson qui est peut-être pas arrivée en Allemagne, je sais pas, qui était très connue en France. Elle est sortie en 75. Et ensuite, tu m'as envoyé, Nina, ce poème d'Adélaïde Gillette Dufresnoy, proche de Voltaire, qui s'appelle L'amour. Passer ses jours à désirer sans trop savoir ce qu'on désire, au même instant rire et pleurer, sans raison de pleurer et sans raison de rire. Et du côté d'Anna, donc la forme poétique qu'on repère le plus vite, c'est le haïku. Chez Schneibel, il y a 2 pages où le haïku est libéré comme ça en énorme typo. Et ça dit... Ça râle doucement dans la nuit quand une poule mange des petits bouts d'abricot. Donc quand je lui ai demandé un poème, Anna m'a envoyé un poème de Stevie Smith, que je connaissais pas du tout. Donc poétesse du nord de Londres, décédée en 71. Tu peux nous dire comment tu as découvert cette poétesse, qui est aussi une très bonne dessinatrice? Joy Kessler m'a parlé de son œuvre et j'étais très surpris parce que cette dame, elle fait à la fois des dessins, elle écrit des poèmes et ça a fait beaucoup penser à une BD. Si vous trouvez un jour ce livre, ça vaut la peine de le lire, de l'observer parce que c'est très inhabituel et c'est la combinaison entre les poèmes et les dessins qui donne une sensation vraiment unique parce qu'on a la sensation qu'elle essaie quelque chose et elle n'y arrive pas et c'est tentative. Donc je vous traduis rapidement le poème. J'ai fait un rêve où j'étais un oiseau d'Evendale, perché avec d'autres oiseaux sur un toit pour m'envoler, me balancer et siffler. J'étais avide de vie parmi les autres oiseaux pour m'envoler, me balancer et siffler, mais aucun oiseau ne s'est tourné vers moi par amour. Tous étaient hostiles, ils étaient hostiles. Donc voilà, je vous ai mis juste 2 couvertures. Il y a pas beaucoup de choses traduites en français de cette poétesse. Ce recueil s'appelle Ne pas faire signe de la main mais se noyer. Et elle a écrit aussi un recueil autour des humeurs et la vie intérieure des chats. Cats in Color, en 1959. Voilà, et ça c'est... Donc j'ai pas tout mis, Anna, parce que c'était très long, le poème. Là, je vous l'ai mis, mais vraiment très long. Donc, c'est un écrivain du XVIIe siècle, Andrew Marvell, peu traduit aussi, peu traduit en français. Voilà, c'est un peu dans l'esprit de Ronsard, donc quelqu'un qui chante l'amour, mais qui là veut vraiment convaincre sa maîtresse d'avoir des rapports avec lui. Le début est mignon, la suite un peu moins, et j'ai gardé le début donc. Mon amour végétal s'élèverait plus grand, plus vaste qu'un empire et bien plus lent. Il me faudrait 100 ans pour que je complimente tes yeux,
et que ton front par mon regard je vante, il m'en faudrait 200 pour adorer un saint, 30 000 ans le reste, et alors, ce n'est rien. Chaque partie aurait une ère tout entière pour qu'apparaisse enfin ton cœur à la dernière. Vous méritez, madame, infiniment de soins et je ne voudrais point accepter d'aimer moins. Donc toi, tu lis beaucoup de poèmes de ce type ? J'aime beaucoup de temps en temps réfléchir sur des poèmes, passer 1 heure sur une page, me poser la question qu'est-ce que c'est la signification du haïku, ça m'inspire, ça m'aide à faire mes BD et je regarde les mots, je cherche la signification. Donc voilà, vous pouvez monter un club de poésie. Il y a des haïkus qui deviennent un peu comiques chez toi, Anna. Et donc voilà, je vais terminer sur ces deux-là. Donc une revisitation de David Hockney et du rêve américain en général. Ça c'est toujours dans Klinik von Spatz. Et le haïku numéro 1 dit « Je regorge d'argent, mon tuteur le gère, plouf ». Le haïku numéro 2 dit « Je suis un mauvais artiste, même mes dessins commencent à pleurer ». Et enfin, je voulais te demander si tu connaissais Georges Perec. Donc c'est peut-être un auteur qui te plairait. Donc ça c'est dans Chappie, au bas de la dernière page, une petite liste que je voulais vous montrer, parce qu'elle est un peu comme un poème à la Perec. Le top 10 des animaux. Héron, lévrier, autruche, crocodile, lézard, serpent, éléphant, cochon d'Inde, perruche, belette. Voilà, je vais faire sauter, mais je vous la dis quand même, ma dernière partie, où je passais en revue les expositions de fiction de vos artistes ou personnages de fiction. Mais ce sera pour une autre fois. Merci à vous. Merci à tout le monde.